grande erreur médicale du siècle dernier. La responsabilité exclusive du virus VIH dans le syndrome du sida. Des millions de morts, des millions de malades, un traitement médical vendu par millions pour un virus qui n'existe peut-être pas. D'éminents scientifiques et chercheurs, dont font partie d'ailleurs nos invités du jour, nous indiquent que tout ceci ne serait qu'une mystification et qu'en réalité, le virus VIH n'a jamais pu être isolé. Chers web auditeurs, pour vous, nous avons enquêté. Un ouvrage est très vite devenu incontournable, les 10 plus gros mensonges sur le sida. Je convoque donc aujourd'hui au bureau de la dissidence les co-auteurs de ce livre, le professeur Étienne de Harven et le journaliste scientifique Jean-Claude Roussez. Messieurs, bonjour. 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 Monsieur de Harven, vous êtes docteur en médecine et étiez professeur émérite d'anatomie pathologique à l'Université de Toronto au Canada. Vous avez consacré presque toute votre carrière à l'étude des rétrovirus au microscope électronique liés au cancer, aux leucémies de souris, pardon, c'est bien ça? Exact. Les fiches ne me trahissent pas alors. Monsieur Roussez, vous êtes donc journaliste et auteur scientifique. Vous avez publié entre autres de nombreuses études relatives aux applications médicales des hautes technologies. C'est parfaitement exact. Alors messieurs, juste avant de revenir sur quelques-uns des plus gros mensonges sur le sida, je me permets sous votre contrôle de redéfinir des termes qui, à force d'être ressassés, se confondent ou perdent leur sens dans notre inconscient collectif. Commençons par rappeler qu'être atteint du sida, c'est avoir un système immunitaire très affaibli, au point de ne plus être en mesure de nous défendre contre un ensemble de maladies répertoriées, dites opportunes, parce qu'elles profitent donc de la chute de nos défenses naturelles. Oui. Et c'est le développement de ces maladies, donc cancer et autres infections, qui finit par entraîner la mort de la personne infectée. C'est bien cela? Oui. Tout à fait exact. Quant au VIH, ce virus, il serait le responsable de l'effondrement de notre système immunitaire en s'attaquant à l'un de ses composants essentiels, les lymphocytes T. Jusque-là, j'ai presque tout bon. Oui. Tout bon. Tout bon. Et oui, j'aimerais finir par rappeler ce qu'est la séropositivité. Alors on dit d'une personne qu'elle est séropositive lorsque l'on décèle dans son sang non pas la présence du virus VIH, mais celle des anticorps censés lutter contre cette infection. Alors si j'ai tout bon, je peux vous poser la première question qui est, donc monsieur de Harven, ce virus, observé ou pas observé? Ce virus n'a jamais été observé directement en microscopie électronique dans le sang de patients dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. Par des techniques moléculaires extrêmement intéressantes, on affirme pouvoir identifier dans le sang de ces malades des séquences d'acides nucléiques qui correspondent au génome des rétrovirus. Mais il n'y a aucune corrélation entre ces données-là et l'échec total de tous les efforts qui furent développés pour tenter de démontrer des particules de rétrovirus dans le sang de ces malades-là. Donc le virus n'a jamais été trouvé dans un corps de malade du sida? Il n'a jamais été observé en microscopie électronique dans le sang de malades dont on prétend qu'ils ont une charge virale élevée. D'accord. C'est une affirmation que j'ai faite en Afrique du Sud lors de cette grande conférence qu'avait convoquée le président Mbeki en 2000 et qui n'a jamais été contredite depuis. On a même à Londres offert un prix assez important à quiconque pourrait me prouver le contraire, et ce prix n'a jamais été réclamé. Très bien, monsieur Roussez. Comment s'est faite l'annonce de la découverte de ce virus? Ah, écoutez, c'est une longue histoire. En fait, il faut remonter à 1972, donc 9 ans avant le début de ce qu'on peut appeler une épidémie. Le président Richard Nixon, à l'époque, avait déclaré la guerre contre le cancer. C'était son grand chantier. Et immédiatement, on a demandé au Congrès américain de débloquer des sommes colossales pour travailler dans la recherche contre le cancer. Mais à la condition que ces recherches soient effectuées uniquement sur les rétrovirus. C'est-à-dire un chercheur indépendant qui aurait cherché à trouver la véritable cause du cancer, celui-là, il était blackboulé, il n'y en avait que pour les rétrovirus. Parce qu'on avait peut-être observé un lien entre ces rétrovirus et le cancer chez certaines... Voilà, c'est parti en fait des recherches qui ont été faites
par le professeur de Harvard, entre autres, enfin Charlotte Friend à New York, qui ont constaté qu'il y avait un certain rapport entre les cancers du poulet ou de la souris et les rétrovirus. Bien. En 1981, quand apparaissent les premiers cas de ce qui s'avérera être ensuite le sida, on a essayé de faire passer du cancer à une nouvelle maladie. Je m'explique. Oui. Les crédits colossaux qui ont été accordés aux chercheurs n'ont donné absolument aucun résultat. Après 9 ans donc de recherche totalement infructueuse, le public américain et le Sénat qui avait allongé des millions, les millions de dollars évidemment, et cette histoire de sida est tombée comme du pain béni et a permis même d'augmenter les subventions. Par rapport au cancer, on a multiplié les subventions. En 1981, il y a eu d'un seul coup plusieurs cas parmi les homosexuels des grandes villes qui avaient tous les mêmes maladies, les mêmes symptômes, c'est-à-dire notamment les 2 maladies symptomatiques du sida, des premiers sida. Le sarcome de Kaposi, qui est une maladie, une espèce de cancer des vaisseaux sanguins. On peut rappeler à nos chers web auditeurs que ce sont les taches qu'on voit apparaître dans le film Street of Philadelphia, sur le personnage joué par Tom Hanks, qui a des taches rouges qui apparaissent sur sa nuque et un peu partout. Voilà. Et la deuxième maladie emblématique, c'était la pneumocystose, c'est-à-dire une pneumonie, apneumocystis carini, c'est le nom du microbe en question. Bon. Et plutôt que de voir ce qui était visible immédiatement, à savoir que ces maladies étaient dues à l'utilisation de drogue, et exclusivement de drogue, on a senti comme une bonne odeur passer. Oh là là! Et si on pouvait transformer ça en maladie contagieuse? Et c'est comme ça que on fait le lien entre... On a fait un faux lien, un lien d'opportunité avec un virus. Voilà, on a dit, tiens, ce serait pas mal un virus, parce que c'est pas très visible, c'est tout petit, personne n'ira y voir. On fait le lien entre... On a fait un faux lien, un lien d'opportunité avec un virus. Voilà, on a dit, tiens, ce serait pas mal un virus, parce que c'est pas très visible, c'est tout petit, personne n'ira y voir. Voilà. D'accord, et ce virus, justement, parce qu'il y a eu une annonce de la découverte de ce VIH, il s'est fait par qui? Je crois que c'est le professeur Gallo aux États-Unis, en collaboration avec le professeur Luc Montagnier, donc français. C'est bien ça, parce qu'il y a bien... Voilà, alors, dans le labo de Luc Montagnier à l'Institut Pasteur, en 1983, on a, semble-t-il, découvert ce qui semblerait être un virus. Je n'irai pas plus loin. Et l'année suivante, en 1984, Robert Gallo, en utilisant un échantillon provenant de l'Institut Pasteur, a lui-même fait une prétendue découverte de virus. Mais c'est pas Gallo qui a annoncé ça comme étant la responsabilité du sida. L'annonce a été faite officiellement dans une conférence de presse par Margaret Heckler, secrétaire d'État à la santé, et non pas par les scientifiques eux-mêmes. C'est une déclaration officielle gouvernementale américaine qui a déclenché le phénomène en disant « Nous venons de découvrir le vecteur du sida ». C'est donc une volonté politique. Ça ne s'était jamais fait auparavant avec les autres virus? C'est quelque chose de... Non. Puisque tu évoques cette conférence de presse historique, il faut dire qu'elle avait annoncé que ce virus est probablement la cause du sida. Mais le lendemain, les médias du monde entier ont oublié un seul mot, le mot probablement. Et c'est passé de la probabilité à la certitude en 24 heures. Ce qui a changé beaucoup de choses, on peut le voir aujourd'hui. Et justement, alors, puisque ce virus n'a jamais pu être isolé, quelle est la valeur du test de dépistage du sida et à quoi correspond le fait d'être séropositif ou non? Mais ce que le public croit très souvent, c'est que ce test identifie la présence d'un virus, ce qui est absolument faux. Ce test identifie uniquement la présence d'anticorps qui sont censés s'opposer à la multiplication de ce virus. Et en aucune manière, la spécificité de ces anticorps n'a pu être démontrée. Tout au contraire, un auteur américain, Christine Johnson,
a publié en 1998 un article clé dans l'histoire de cette controverse, publiant une liste d'environ 70 conditions médicales qui peuvent par elles-mêmes causer la dite séropositivité. Et dans cette longue liste, vous trouvez la tuberculose, la malaria, la lèpre, prendre une vaccination antigrippale, tenez-vous bien, la grossesse, les grossesses multiples en particulier, et donc il y a une liste de 70, les transfusions sanguines. Alors, si vous mettez la malaria, la lèpre et la tuberculose dans les causes possibles de la séropositivité, vous imaginez que sur la scène africaine en particulier, on en trouve de très nombreux millions. Donc, ce test n'a strictement aucune valeur, a uniquement permis de terroriser la population du monde entier et de justifier d'une façon qui ne peut être mieux caractérisée que celle d'un génocide pharmacologique, a semblé justifier la prescription à tous ces patients séropositifs de médicaments d'une toxicité tout à fait mortelle. En gros, donc, c'est assez effrayant ce que vous nous dites, parce que, si j'ai bien compris, toutes les personnes dites séropositives à qui l'on prescrit des traitements très lourds sont des individus sains. Eh oui. Très bien. Et oui, dans cette histoire de sida, il y a eu deux phases. La première phase avec des vrais malades, c'est-à-dire des gens qui étaient atteints d'immunodépression. Il y a des gens immunodéprimés qui n'ont plus de système immunitaire, ceux-là, on les soigne. Bon. Mais le plus honteux dans cette histoire de sida, c'est le fait d'avoir justement inventé ces tests de séropositivité qui ont permis de classer parmi les malades des gens qui sont parfaitement sains. Et là a commencé le gros génocide. Et justement, les fabricants de ce test nous précisent-ils que celui-ci n'est pas fiable, en fait? Ah oui, en long, en large et en travers. Il suffit de lire la notice. Dans la notice est indiqué. Oui. J'ai cru comprendre qu'une même personne pouvait être séropositive à Paris et séronégative à Sydney en fonction des lieux. Tout à fait exact. Donc ça aussi, c'est assez... Oui, en Afrique noire, il suffit de 2 bandes, 2 protéines sur les 10 caractéristiques du prétendu virus. Il suffit d'avoir 2 bandes positives pour être classé comme séropositif. D'accord. En France, il en faut 3. En Australie, il en faut 4 même. Donc, si jamais vous trouvez malade en Afrique, vous faites un petit saut en avion jusqu'en Australie, et vous vous retrouvez sain d'un seul coup. Voilà. Et ce test n'est pas applicable en Grande-Bretagne. Il est considéré comme tout à fait non significatif. Alors justement, par rapport au traitement, donc le seul qui a existé dès le départ, c'est l'AZT, c'est bien ça? Voilà. C'est un antirétroviral. L'AZT est un médicament qui avait été étudié dans le cadre de la lutte contre le cancer. Et puis, il s'est avéré que, comme on a l'habitude de faire des tests sur les souris, que toutes les souris crevaient. D'accord. Bon, donc on a absolument refusé, et catégoriquement refusé, que ce médicament soit mis sur le marché. Il est resté donc dans les placards. Jusqu'au jour où, la pression montant, les gens réclamant à grands efforts de panneaux, on veut un traitement, on veut un traitement, on a ressorti ça du placard en disant, ça fera l'affaire. Et on a ressorti l'AZT. Alors comment ce poison a-t-il pu obtenir une autorisation de mise sur marché, justement? En quelques semaines. On n'a jamais eu une approbation de mise sur le marché d'un médicament aux États-Unis avec une précipitation pareille. C'est absolument scandaleux. Ça supporte bien tout ce que tu viens de raconter, mais le cas des hémophiles séropositifs est extrêmement caractéristique. Oui. La mortalité des hémophiles séropositifs a été étudiée dans le Royaume-Uni, en particulier entre 1980 et 1992. Dans toutes les années initiales, jusqu'en 86-87, ce taux de mortalité des hémophiles séropositifs était extrêmement stable. En 87, on a commencé à les traiter avec des hautes doses d'AZT et la mortalité est montée en flèche. La courbe va comme ça, 87.
il n'y a pas de preuve plus frappante de l'extrême toxicité de ce médicament et du fait que les hémophiles ne mourraient jamais du VIH, mais sont très souvent morts de l'intoxication par cette drogue extrêmement dangereuse. Alors justement, au sujet de ces traitements, j'aimerais que l'on regarde ensemble cette vidéo de l'interview du prix Nobel co-découvreur du VIH, monsieur Luc Montagnier. Alors justement, au sujet de ces traitements, j'aimerais que l'on regarde ensemble cette vidéo de l'interview du prix Nobel co-découvreur du VIH, monsieur Luc Montagnier. You talked about oxidative stress earlier. Is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach, to decrease the rate of transmission, because I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated, they are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, it can, allow HIV to get in and persist. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Do you think we should have more of a push for antioxidants and things of that nature in Africa than antiretrovirals? We should push for more, a combination of measures, antioxidant, but nutrition, advice and nutrition, fighting other infections, malaria, tuberculosis, parasitosis. Most children have worms. Education, of course, genital hygiene for women and men also. Very simple measure, which not very expensive, but which could do a lot. And this is my worry about the many spectacular action. Of course, there are global funds to buy drugs and so on, Bill Gates and so on, for the vaccine. But those kind of measures are not very well funded, they're not funded at all, or they are, it really depends on the local government to take conscious of this, but the local government, they take advice of the scientific advisor from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. There's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Okay. Messieurs, cette vidéo a de quoi donner des frissons dans le dos. Le co-découvreur du VIH, prix Nobel, nous indique en gros que l'on pourrait guérir du sida en dormant mieux ou en se préparant des repas un peu plus coquets. Donc je me permets de le dire un petit peu comme ça, parce que des millions de malades chaque jour avalent des traitements très lourds pour nous entendre dire aujourd'hui qu'il suffirait presque de se laver les mains 5 fois par jour. Quelle a été votre réaction? Dites-moi. Si vous regardez le Nexus du mois de janvier, il y a sous la plume d'un journaliste scientifique qui a très largement contribué à tout ça et qui est monsieur Jamel Tahi, oui. Il y a des remarques extrêmement précises. Qui avait réalisé un documentaire oui, il est passé sur Arte, c'est ça, il y a quelques années. Oui, mais il faut regarder le numéro de janvier de Nexus pour lire ce que Jamel Tahi a dit au sujet de cette interview, de ce vidéo que l'on a vu récemment. D'accord.
Donc ça ne vous choque pas particulièrement par rapport à l'intégrité scientifique de nous entendre dire aujourd'hui par cette personne que... Je dirais que le professeur Montagnier avait déjà très souvent, comment dirais-je, secoué l'opinion par des affirmations qui étaient surprenantes. Par exemple, l'existence de cofacteurs. D'accord. Il dit oui, le VIH c'est peut-être important, mais il y avait aussi les cofacteurs. Et il n'a cessé de parler de cela. En 2003, nous avions une très grande conférence au Parlement européen à Bruxelles, à laquelle il participait, et moi aussi. Et dans sa présentation, il a largement envisagé l'effet du stress oxydatif comme cause probable de certaines grandes dépressions immunitaires. Ça n'avait plus grand-chose à voir avec le VIH. Donc, nous avions déjà une certaine préparation à entendre le professeur Montagnier exprimer des opinions qui ne sont pas d'une rigidité absolue comme de la part de tant d'autres, Gallo et tout ça, et tout son groupe. Tout son groupe, très bien. Si vous voulez, je me pose une question. Est-ce que le professeur Montagnier ne ferait pas partie de la dissidence? Peut-être, on l'invitera. Vous pensez qu'il viendra? Depuis qu'il a eu son prix Nobel, il peut difficilement revenir en arrière. C'est ça le problème. Et pour prendre l'exemple alors du continent qui serait le plus touché par le sida, l'Afrique, les Africains se meurent-ils de toute autre chose depuis des années, en fait? Mais écoutez, la situation en Afrique est tellement différente. Les problèmes de santé publique en Afrique sont monumentaux, mais tournent essentiellement autour de l'absence d'hygiène, de la malnutrition et des grandes maladies tropicales bien connues comme la malaria, la lèpre et pour eux la tuberculose également. Tout ça est maintenant rebaptisé du nom de sida. Ce n'est pas pour être choquant que je dis cela, mais mon analyse serait de dire qu'il n'y a pas d'épidémie de sida en Afrique. Il y a d'immenses problèmes de santé publique auxquels on attache l'étiquette de sida, probablement pour satisfaire la voracité des compagnies pharmaceutiques qui cherchent à ouvrir des nouveaux marchés, mais en fait, il n'y a pas de vrai sida en Afrique. Je sais que c'est extrêmement choquant d'entendre cela, mais ça tourne essentiellement autour des problèmes d'hygiène publique, de malnutrition et des grandes maladies tropicales bien connues. Et au sujet de l'Europe, des études ont prouvé que des couples sérodiscordants, donc dont l'un serait séropositif ou non, ne se transmettaient pas le virus sur des périodes de 7, 8, 10 ans, si j'ai bien compris. Et d'autres études montrent que parmi les prostituées, seules celles qui se droguent sont touchées, et que dans la communauté homosexuelle sont touchés ceux qui mènent une vie décadente et qui se droguent eux aussi. Oui. Aurait-on affaire à un virus sexiste, homophobe, raciste ou... C'est une des raisons qui font que c'est impossible. On dirait que le virus s'attaque de préférence aux hommes en Occident et à égalité quasiment femmes-hommes en Afrique. Bon, c'est jamais qu'un virus. Rappelons-le, le virus n'est pas un matériel vivant. Ça, c'est très important. C'est pas une bactérie. Un virus, c'est un assemblage de protéines et c'est tout. Inerte. Inerte. Avec un bout d'ADN, c'est incapable de se défendre tout seul. Hein? Donc. Oui, vous voulez dire que de là à choisir en fonction des continents, hommes ou femmes. C'est impossible. Ça lui attribue une intelligence qu'il est loin de pouvoir avoir. Hein. Bon. Alors donc, il y a ce problème donc de parité homme-femme qui n'existe pas en Occident et qui existerait en Afrique. Quant aux expériences, aux statistiques qui ont été faites d'après de nombreuses études sur les prostituées, il est tout à fait exact que quasiment aucune prostituée n'est séropositive, excepté celle qui s'adonne à la drogue, à des drogues dures, s'entend. Voilà. Oui, il est bien évident que la prétendue contagiosité du sida est totalement incompatible et par les rapports sexuels est totalement incompatible avec le fait que les prostituées n'ont pas de sida.
et ce fait refuse d'être reconnu par toute l'orthodoxie du sida. Mais dans le livre que nous avons fait ensemble, Oui, je peux présenter là à il y a l'occasion. pas mal de références qui illustrent le fait que des études épidémiologiques faites en Thaïlande, en Afrique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Oui, je peux présenter là à Il y a l'occasion. pas mal de références qui illustrent le fait que des études épidémiologiques faites en Thaïlande, en Afrique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, sont toutes concordantes pour démontrer que les prostituées n'ont pas le sida. Alors si c'était une maladie infectieuse, il est évident qu'elles en seraient les principales victimes. Et là, vous précisez que de Maintenant, nombreuses études l'ont prouvé. cela ne veut surtout pas dire, et j'en profite peut-être pour souligner un point très important. Les dissidents dont nous sommes sont totalement en soutien de toutes les campagnes de santé publique recommandant l'usage du préservatif dans la lutte contre les maladies réellement sexuellement transmissibles. C'est-à-dire, ça ne concerne pas le sida. Il est évident que nous nous abstenons totalement d'émettre la moindre remarque négative sur ces recommandations de santé publique qui portent sur les maladies donc réellement sexuellement transmissibles et qui est, au point de vue santé publique, une recommandation extrêmement importante. D'ailleurs, pour prouver l'inexistence de ce virus, un homme, le docteur Wilner, en direct sur une chaîne espagnole, s'est inoculé du sang d'un hémophile sidéen. Que vous inspire cet acte? J'ose pas vous demander si vous seriez capable de le faire, enfin si vous le feriez vous-même, mais... On me l'a proposé une fois et j'ai répondu que non, parce que je n'accepte pas que quelque chose rentre dans mon corps d'une manière impromptue. D'accord. Mais qu'en revanche, j'étais prêt à faire l'amour avec des séropositifs autant de fois qu'il le faudra. D'accord. Bon, voilà. J'imagine qu'il doit y en avoir... Non, Robert Wilner, effectivement, a fait cette expérience, mais il est tellement persuadé, et à juste titre d'ailleurs, qu'il ne risquait rien, qu'effectivement, il y est allé la fleur au fusil. D'accord. Et il n'a rien depuis. Ben non, pensez-vous. Enfin. Donc, messieurs, si j'ai bien compris, voilà près de 30 ans de recherche, d'efforts, pour n'aboutir en 2010 à aucun traitement curatif, aucun vaccin, aucune prédiction épidémiologique vérifiable. Quels sont les espoirs? Alors, écoutez, du côté vaccin, je voudrais souligner ces trois points que vous venez de faire avec une grande précision, pour indiquer que, étant donné cette évidence-là, il est grand temps d'avoir le courage de se demander si l'hypothèse de départ était exacte ou fausse. Et je crois qu'il est urgentissime de réaliser que l'hypothèse de départ était fondamentalement fausse. Très bien. Vous n'êtes pas les seuls à le dire. Je crois que vous êtes président d'un groupe international. J'étais président jusqu'en 2008. Mon terme était de 3 ans. D'accord. J'étais président entre 2005 et 2008 du groupe Rethinking AIDS, qui est essentiellement basé en Californie. Très bien. Qui regroupe de nombreux scientifiques. Tous ceux qui sont intéressés par le programme d'aujourd'hui et qui connaissent bien l'anglais devraient ne pas manquer d'ouvrir sur Internet le site de ce groupe dont j'ai été président. Et ce site est donc www.rethinkingaids.com. Et il y a énormément de matériel là-dedans, y compris couvrant une réunion très importante qui s'est tenue à Oakland, en Californie, en novembre dernier, à laquelle j'ai participé, et dont vous pouvez trouver de très larges extraits dans ce site, dont je recommande très fort la visite à tous les anglophones qui nous écoutent. Très bien. Et les espoirs alors? Alors, au niveau des vaccins, c'est peine perdue. C'est même pas la peine d'y penser. Et pour une raison bien simple. En quoi consiste la vaccination? La vaccination consiste à créer une primo-infection, c'est-à-dire une réplique non grave de la maladie, de façon à faire réagir le système immunitaire en créant des anticorps. Ces anticorps seront aux aguets si la véritable maladie arrive. Voilà le principe de la vaccination. Mais là, comme il n'y a pas de virus... C'est pas ça, c'est que les gens qui sont... À partir du moment où vous faites une vaccination, vous devenez séropositif. Oui. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ça nous paraît très simple quand vous nous l'expliquez, pourtant nous on voit des millions de dollars dépensés dans la recherche, c'est inquiétant.
C'est pour vous quelque chose qui est... Bah, écoutez, on voit des millions de dollars parce que c'est quand même, il faut pas l'oublier, c'est quand même une grosse industrie, hein, tout ça. Hein. C'est effectivement en grande partie une histoire d'argent. En grande partie. Et puis la sauvegarde de certains emplois quand même, il y a des milliers d'emplois. Donc, comme il y a déjà assez de chômage comme ça... Justement, je crois que c'est le professeur Gallo donc, qui a lancé le test. C'est lui qui l'a créé, ce test? Ah, le jour même, le jour même, il de a... l'annonce par Margaret Eclair et Gallo de la découverte du prétendu virus, le soir même, il a déposé le brevet. Il est devenu archi-milliardaire grâce à ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, très bien. Ok. Messieurs, merci. Nous avons été très honorés de votre venue. Votre courage, votre persévérance et votre intégrité scientifique sont très appréciés ici au bureau de la dissidence. Chers web auditeurs, vous l'aurez compris, nous sommes loin d'une discussion de comptoir ou d'un délire complotiste. Le prestige des invités du jour suffit à le démontrer. De nombreuses questions restent en suspens. Des millions de malades sont dans l'attente de vraies solutions. On compte sur vous et sur la mobilisation de tous pour sensibiliser les autorités compétentes à réévaluer les origines du sida. Le débat continue sur le forum du site internet de l'émission. Vous pouvez nous faire parvenir vos avis les plus dissidents et les sujets que vous souhaitez voir abordés ici au bureau de la dissidence. Vous êtes les programmateurs de l'émission. C'était No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom. Ce sida, le professeur Montagnier avait, dans une vidéo, me semble-t-il, qu'on va voir, donné un peu les conditions d'une bonne hygiène de vie alimentaire, notamment, pour éviter d'attraper ce virus, que vous ne remettez pas en cause, il existe bien, ne s'attrape pas par la voie sexuelle, alors. Absolument pas. Ça, c'est complètement nouveau, c'est pas ce qu'on nous dit. La meilleure démonstration de ce fait est dans un travail de Padian, qui a observé environ 200 couples sérodiscordants, où un des partenaires était séropositif et l'autre séronégatif. Elle a observé, avec une rigueur scientifique extrême, je crois qu'il y avait environ 200 couples, pendant plus de 10 ans, sans observer un seul cas de séroconversion du partenaire séronégatif. Ça, c'est un point essentiel. L'autre point essentiel pour consolider dans vos esprits que le sida n'est pas une maladie contagieuse transmise par l'activité hétérosexuelle, c'est l'observation que les prostituées n'ont pas le sida. Il n'y a pratiquement pas de cas de prostituées atteintes du sida. Celles qui sont trouvées séropositives sont celles qui sont également des drogués intraveineux. Donc le fait qu'il y ait ce paradoxe total, s'il y a une population au monde qui devrait être victime d'une maladie qui serait hétérosexuellement transmissible, c'est bien le groupe des prostituées. Eh bien, sachez qu'il n'en est rien. C'est la preuve la plus convaincante, je crois, et la plus frappante du fait que ce n'est pas une maladie contagieuse et que ce n'est pas une maladie qui doit être classée dans la catégorie des maladies sexuellement transmissibles. Mais, ceci étant dit, il ne faut jamais nous faire dire oubliez toutes ces recommandations de prudence, vous poser la question. Car il y a de vraies maladies qui sont sexuellement transmissibles, comme la syphilis et la gonorrhée, et toutes les recommandations d'usage du préservatif restent parfaitement applicables et d'une très grande urgence en santé publique pour la prévention de maladies qui sont vraiment des maladies sexuellement transmissibles, mais dans ce groupe-là, il ne faut pas inclure le sida. Voilà une bonne nouvelle. Alors, par rapport à ce qui peut causer le sida, que vous avez davantage repéré dans la communauté sexuelle historiquement, on précise qu'il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, bien sûr, de votre part. Vous parlez dans votre livre des poppers.
qui est en fait du nitrite d'amyle, c'est ça, en fiole, Oui. qui est à l'origine, expliquez-nous ça, un médicament que la communauté gay d'il y a quelques années a utilisé dans un autre sens. Voilà, en fait, le nitrite d'amyle, qui a été inventé il y a bien longtemps, est un médicament qui permet de soulager les personnes ayant des problèmes cardiaques. C'est un vasodilatateur, c'est-à-dire il dilate les vaisseaux sanguins. Et il se trouve que, on ignore qui, mais enfin quelqu'un a trouvé que ce nitrite d'amyle provoquait des réactions assez intéressantes au niveau sexuel, à savoir la dilatation de l'orifice anal, pour parler correctement, et la prolongation de de l'activité sexuelle. Un aphrodisiaque, en gros. Voilà, c'est un aphrodisiaque. Voilà. Et malheureusement, ce nitrite d'amyle a des des vertus qui, si elles étaient salutaires aux malades du cœur, deviennent très graves vis-à-vis des personnes bien portantes. Et lorsqu'elles sont utilisées, malheureusement, avec d'une manière totalement débridée, ce qui était le cas, parce que la libération sexuelle aux États-Unis a eu lieu à la fin des années 70. Et à partir de là, la libération homosexuelle, a eu lieu à la fin des années 70. Et à partir de là, ça a été le défoulement total. Avant, on avait honte d'être homosexuel. Après, on en avait la grande fierté, la gay pride. Hein. Et donc, se sont ouverts des boîtes réservées quasiment aux homosexuels. Et là, c'était tous les soirs la grande fiesta avec des tas de drogues à disposition. Ça, il faut le dire. Hein. Il y a des témoignages d'ailleurs assez intéressants, notamment d'un journaliste homosexuel. Et donc, le nitrite d'amyle, au bout d'un moment, provoque le sarcome de Kaposi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette maladie emblématique du sida où on a des espèces de ronds plus ou moins gros, de couleur marron, etc. Et la durée de vie, quand on a attrapé ce sarcome de Kaposi, est voisine d'1 an, en fait. Hein. Donc, peu de personnes en réchappent. Malgré tout, c'est un cancer qui peut évoluer vers la guérison comme ça, spontanément. Donc on ne peut pas appeler ça vraiment un cancer non plus, on ne sait pas trop comment le loger, celui-ci. Voilà ce qu'il fallait dire sur les poppers qui, à mon avis, sont le point de déclenchement de cette histoire de sida. D'accord, qui n'a rien à voir. Peut-être ajouter très fort pour consolider tout ce que tu viens de dire là, qu'à l'origine de la découverte en 81 en Californie des 5 premiers cas de sida, le nom que l'on donnait à cette maladie était en anglais GRID, G-R-I-D, Gay Related Immune Deficiency. En effet. Ça, c'était le premier nom de la maladie. Mais la communauté homosexuelle s'est trouvée discriminée par cette étiquette et a mené le grand combat pour que l'on modifie le nom de la maladie. Et c'est seulement pendant les années 81, 2, 3, 4 peut-être, que l'on parlait de GRID, ce après quoi on a trouvé un nom qui était plus conforme aux susceptibilités des victimes et qui était celui de SIDA, AIDS en anglais. Oui, d'accord. C'est important de le préciser aussi, ça. Parce que tout ça a très fort à voir avec l'usage des poppers.